Connaissance, recherche, sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférence, archéologie, nature. Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons continué à examiner la manière dont les missionnaires jésuites ont assuré la toute première médiation entre les élites chinoises et les élites européennes sous forme de relations, c'est-à-dire donc de récits ou de compte-rendu de voyage et de traduction, comme nous l'avons vu. Et ainsi, les jésuites ont été à l'origine d'une première forme de mondialisation de Confucius, par laquelle non seulement Confucius s'est retrouvé projeté en quelque sorte comme unique figure centrale de la civilisation chinoise, mais encore son enseignement et les textes canoniques qui lui sont associés se sont confondus avec la Chine, prise comme un tout, prise comme une entité essentialisée, identification qui a laissé des traces profondes à tel point que on les retrouve encore aujourd'hui, 3 siècles plus tard, à l'état d'idées préconçues ou de lieux communs, bien enracinés dans les esprits. Il semble bien en effet que la médiation des jésuites soit à l'origine des représentations européennes et françaises en particulier, avec une focalisation sur Confucius comme fondateur d'une éthique rationnelle à la base de l'État impérial chinois et pouvant servir de modèle pour l'Europe d'alors. Une telle focalisation n'apparaît pas, en effet, dans les relations sur la Chine que connaissait le public européen avant l'arrivée des jésuites. On songe par exemple aux best-sellers ou aux succès de librairie qui faisaient foi sur la Chine à la fin du XVIe siècle, au moment où les premiers missionnaires jésuites arrivaient en Chine précisément. Je pense en particulier à cet ouvrage daté de 1585. Je rappelle que c'est précisément le moment où justement les jésuites arrivent en Chine. Donc, cet ouvrage par le religieux espagnol de l'ordre des Augustins, Juan González de Mendoza, qui s'intitule donc Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China, c'est-à-dire donc histoire des faits les plus mémorables ou remarquables, rites et coutumes du grand royaume de la Chine. Et cet ouvrage donc a connu un certain succès, il a été traduit dans plusieurs langues. Et donc, on n'y voit pas justement cette focalisation donc, sur la figure de Confucius. Alors, il faut souligner à ce propos, je profite de l'occasion pour le souligner au passage, il faut souligner que les jésuites ont fini en quelque sorte par monopoliser l'attention et les discussions portant sur les relations entre Chine et Europe, mais il ne faudrait pas oublier qu'ils n'étaient pas les seuls missionnaires chrétiens
présents en Chine au XVIIe et XVIIIe siècle. Alors, nous avons en français les travaux de l'historienne Pascale Girard pour mettre en perspective l'histoire des missions chrétiennes en Chine et rappeler le rôle joué par ce qu'on appelait les ordres mendiants, c'est-à-dire donc essentiellement les augustins dont je viens de parler, les franciscains et les dominicains. Je vous réfère en particulier au livre de Pascale Girard qui s'intitule « Les religieux occidentaux en Chine à l'époque moderne, essai d'analyse textuelle comparée », qui a été publié par la Fondation Calouste Gulbenkian en l'an 2000. Alors, après un siècle de présence jésuite en Chine, depuis l'arrivée de Michele Ruggeri et de Matteo Ricci et de leurs compagnons, donc à peu près, je le disais à l'instant, au moment de la publication de l'ouvrage de Mendoza, donc dans les années 1580, donc au bout d'un siècle, en 1687, paraît, comme nous l'avons vu la semaine dernière, le Confucius Sinarum Philosophus. Alors nous nous sommes arrêtés quelque peu sur cet ouvrage monumental qui, je le rappelle, a été produit par une équipe de jésuites représentant toute l'Europe du XVIIe siècle et dont le titre est à lui tout seul un programme, Confucius, philosophe des Chinois ou philosophe de la Chine. De fait, cet ouvrage a été qualifié, je pense à juste titre, de magnum opus de la stratégie jésuite d'accommodement, qui consacre donc la centralité de Confucius, non pas comme fondateur religieux, mais comme philosophe ethnique, selon l'expression des jésuites, et philosophe éthique, garant d'un ordre politico-moral idéal. Je vous rappelle que l'un des prédécesseurs, enfin l'un des précédents du Confucius Sinarum Philosophus était le Sapientia Politico-Moralis du père Intorceta, donc qui souligne donc l'enseignement politico-moral de Confucius. Alors, comme vous vous en souvenez peut-être, dans le portrait de Confucius qui figure dans le Confucius Sinarum Philosophus que je vous ai montré la dernière fois, Confucius est représenté sur fond de bibliothèque et non d'édifice religieux. Donc là, la mise en scène de ce portrait me paraît tout à fait significative. Alors, le Confucius Sinarum Philosophus, paru en 1687, donc, connaît quasi instantanément un succès foudroyant dans toute l'Europe des Lumières. Vous avez d'abord un abrégé de moins de 125 pages qui paraît en français dès l'année suivante, en 1688, sous le titre « La morale de Confucius, philosophe de la Chine ». Je rappelle à ce propos que vous avez vu d'ailleurs comment se présente cet ouvrage. Le Confucius Sinarum Philosophus est un ouvrage de très grande dimension, c'est vraiment quelque chose de très, très, très volumineux, très lourd, et c'est donc cet abrégé en français qui l'a fait connaître au grand public. Et une traduction anglaise de l'abrégé français paraît à Londres encore quelques années plus tard, en 1691, sous le titre The Morals of Confucius, a Chinese Philosopher. Alors, ces éditions
en langue vernaculaire, donc qui sont traduites de l'original en latin, sont réédités à tour de bras, y compris en édition de poche, en quelque sorte, des éditions reliées cuir, et leur succès est garanti par un ensemble de facteurs, puisqu'ils suscitent la curiosité d'un public assez large pour la réalité culturelle et ethnographique chinoise, donc auprès d'un public qui dépasse désormais largement les cercles savants, puisqu'ils ne sont plus en latin, ils sont donc en français, en anglais, donc dans les langues vernaculaires de l'Europe. Et ils alimentent donc un goût exotique également pour ce qui est perçu comme de la littérature de voyage. Alors, ce sont des facteurs qui, soit dit en passant, avec une petite pointe de malice, sont encore tout à fait opérants à l'heure actuelle. Il y a encore à l'heure actuelle cette espèce de fascination donc, pour l'exotisme chinois. Alors, l'ironie, c'est que les jésuites auront réussi bien moins à convertir les Chinois à la foi chrétienne qu'à convertir les élites européennes à la sinomania. On a vu que cette sinomania concerne des philosophes et des savants de toute l'Europe. On a déjà mentionné les plus célèbres, à savoir Leibniz et Voltaire, sur lesquels on aura l'occasion de revenir, mais on pourrait citer aussi pêle-mêle les noms de Pierre Bayle, Montesquieu, Quesnay, Diderot, Malebranche en France, mais aussi Christian Wolff en Allemagne ou Daniel Defoe en Angleterre et bien d'autres encore. Et cette sinomania n'épargne pas certains monarques européens comme Frédéric II de Prusse, dit Friedrich der Große, donc Frédéric le Grand, qui a régné de 1740 à 1786 et dont on connaît bien les liens avec Voltaire, ce qui lui a valu d'ailleurs le surnom de roi philosophe. On a vu aussi que le Confucius Sinarum Philosophus a bénéficié du patronage royal de Louis XIV, dont le règne effectif, c'est-à-dire donc à partir de la mort de Mazarin en 1661, continue donc jusqu'à la mort de Louis XIV en 1715. Je rappelle d'ailleurs à ce propos que Louis XIII, donc le prédécesseur de Louis XIV, meurt en 1643, et ça s'approche d'une date importante, comme je le signalais la semaine dernière, d'une date importante pour l'histoire chinoise, puisque 1644 marque donc la conquête mandchoue donc du trône impérial chinois. Mais en France, donc le règne effectif, le règne personnel donc de Louis XIV, on peut considérer qu'il ne commence qu'en 1661. Et donc 1661 correspond approximativement donc du côté chinois au règne de l'empereur de la dynastie mandchoue des Qing, donc de l'empereur Kangxi, qui a régné donc de 1662, j'ai fait une erreur, à 1722. Alors, la cour de Louis XIV est animée d'un mouvement de sinophilie qui suscite l'envoi d'une mission française à la cour impériale de Pékin, où les jésuites se trouvent déjà.
Alors, cela n'empêche pas des philosophes comme Voltaire de mettre en contraste flagrant l'édit de tolérance de 1692, sous le règne donc de Kangxi, qui accordait au christianisme le droit de se déployer en Chine. Donc vous avez d'une part cet édit de tolérance donc, émis par Kangxi en 1692 et d'autre part la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV en 1685 que j'ai mentionné donc la semaine dernière. Alors c'est avant tout Voltaire qui s'emploie à souligner précisément ce contraste entre d'un côté les préceptes de sagesse et de tolérance qu'il croit voir dans les institutions et les mœurs chinoises, comprenez confucéennes, et du côté européen, l'arbitraire royal et les guerres civiles, comme en Angleterre, ou les guerres de religion, comme en France, avec les fameuses dragonnades ordonnées par Louis XIV contre les protestants. Donc là, Voltaire en tête prend une sorte de malin plaisir à donc placer ces deux côtés donc, en contraste extrêmement flagrant. Alors, Confucius et les lettrés, dans cette perspective, deviennent ainsi des incarnations d'un idéal d'urbanité et de probité, et les empereurs de Chine, qui depuis 1644 sont en réalité des empereurs mandchous, deviennent pour leur part des modèles de classicisme raisonné et de monarchie éclairée que l'on brandit volontiers contre l'arbitraire monarchique en Europe et contre le fanatisme religieux que Voltaire stigmatise comme l'infâme. Alors, il va sans dire que nous sommes en présence, une fois de plus, d'un paradoxe dans la mesure où l'empereur mandchou, qui est censé incarner le mieux cet idéal de gouvernement éclairé et tolérant, et l'empereur Qianlong, qui a régné donc de 1736 à 1796. Alors que le règne de ce même Qianlong a laissé un tout autre souvenir dans l'historiographie chinoise. C'est notamment sous le règne de Qianlong, dans les années 1770 et 1780, que s'est passé ce qu'on a appelé donc la Grande Inquisition contre les lettrés qui osaient donc manifester des opinions anti-mandchous et qui ont été victimes donc de persécutions extrêmement sévères, qui allaient même quelquefois jusqu'à des condamnations à mort. Donc, quand on parle aux Chinois du règne de Qianlong comme d'un règne tolérant et éclairé, on a quelques doutes. Et comme quoi, il faut toujours se méfier justement de la propension qu'on a à idéaliser l'autre ou à le diaboliser, selon les circonstances. Alors, toujours est-il que la sinomania, qui prend de l'ampleur sous le règne de Louis XIV, même si elle commence à retomber quelque peu dans le courant du XVIIIe siècle, continue sous les règnes des successeurs de Louis XIV, comme en témoignent donc les gravures suivantes. Alors, je tire ces illustrations, ces reproductions du catalogue de l'exposition Confucius qui a eu lieu donc au musée Guimet
il y a quelques années, donc en 2003. Alors, vous avez d'abord ce rouleau. Donc, il s'agit d'un rouleau de peinture intitulé donc en chinois le Qinggeng Tu, qui montre l'empereur Yongzheng, de la dynastie des Qing, qui a régné donc entre 1723 et 1735, qui est donc le successeur de l'empereur Kangxi que je viens de mentionner. Et donc nous voyons sur ce rouleau l'empereur, vous voyez qu'on reconnaît habillé en jaune, donc couleur impériale par excellence, en train de conduire une charrue et de creuser le premier sillon, et qui fait donc de cette manière retour à un rite ancien par lequel le roi, le souverain ou l'empereur était censé donc donner le signal des travaux de labour en donnant l'exemple lui-même. Alors, je signalerai donc à propos de cet empereur Yongzheng qu'il fait l'objet d'une exposition, si je ne m'abuse, qui a encore lieu actuellement, vous pouvez encore y aller, au musée du palais de Taipei. Alors évidemment c'est un peu loin, mais je signale quand même cette exposition dans la mesure où elle a une très haute signification politique, puisqu'elle est c'est la première exposition qui est co-organisée par le故宫, donc le musée du palais de Taipei, et le故宫, le musée du palais de Pékin, depuis donc la scission post-1949. Donc là, c'est la première fois que nous avons ce rapprochement donc, entre les deux rives. Alors, vous avez donc ce rouleau de peinture qui est conservé au musée Guimet, donc vous avez peut-être encore une chance de le voir. Et c'est intéressant justement de le rapprocher de cette gravure-ci, qui est une gravure donc exécutée à Paris en 1786, donc nous sommes très peu d'années avant notre Révolution, donc, et qui s'intitule Cérémonie du labourage faite par l'empereur de Chine, et qui est tirée d'un album intitulé Faits mémorables des empereurs de la Chine. Donc là, vous voyez, si vous comparez un petit peu les deux reproductions, vous voyez que là, en fait, la gravure française s'inspire très directement donc du rouleau chinois. C'est une transposition donc européenne du rouleau précédent. Et la troisième illustration est une gravure qui est datée des environs de 1770 et qui est intitulée, là peut-être que vous apercevez le titre, Monseigneur le Dauphin labourant. Alors le dauphin en question, qui est ici, c'est le futur Louis XVI qui montera sur le trône de France donc en 1774. Et le dauphin est ici donc montré lui aussi en train de manier la charrue et de creuser donc un sillon. Il est chargé d'incarner ici l'idéal des physiocrates, comme Quesnay, que j'ai mentionné rapidement tout à l'heure, ou Turgot. Disons que les physiocrates ont été eux aussi inspirés justement par ce qu'ils comprenaient donc de la situation de l'Empire chinois. Et l'inscription que vous avez sous le titre de la gravure, que vous n'arrivez peut-être pas à lire, dit ceci: Ô terre,
Ça commence par donc une invocation à la terre nourricière. Donc, ô terre, ouvre ton sein, l'utile agriculture, l'objet de nos dédains, s'anoblit en ce jour. L'humanité sourit et toute la nature en voyant travailler l'objet de notre amour. Donc, vous avez une très jolie inscription, donc rimée. Donc, vous voyez à travers justement ces illustrations donc, qu'il est intéressant justement de mettre en parallèle de quelle manière justement cette influence chinoise est reçue donc par les élites européennes et qui concerne même donc les monarques. Alors, il faut souligner que Confucius, comme symbole à lui seul d'une Chine autre et exotique, ne circule pas seulement à l'état d'idée, mais tout autant à l'état d'images et de marchandises, et ce, sur toutes sortes de supports, aussi bien des livres, des sculptures, des formes architecturales, des édifices, des bibelots en tout genre, de la vaisselle, des meubles, des papiers peints, etc. Enfin, tout ce qu'on a appelé justement à l'époque chinoiserie. Donc, tout cela, évidemment, contribue à cette grande circulation au moment où le monde connaît sa première mondialisation entre le XVIe et le XVIIe siècle, avec justement une circulation intense des hommes et des biens entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et bien sûr l'Amérique nouvellement découverte. Alors à bien des égards, cette iconisation et cette marchandisation de Confucius sous toutes ses formes, qui vont de pair avec sa mondialisation, ne manquent pas d'évoquer ce qui se passe actuellement sous nos yeux, notamment donc en Chine continentale et dont je faisais état dans mon cours de l'année dernière. Alors, ce bref aperçu de ce qu'Étiamble appelait l'Europe chinoise, dont, dans un ouvrage dont le premier tome intitulé De l'Empire romain à Leibniz est paru chez Gallimard en 1988. Et je note au passage que l'ouvrage d'Étiamble est dédié à Jacques Gernet, qui avait lui-même publié son Chine et christianisme, dont j'ai parlé précédemment, donc en 1982. Donc là, vous avez en parallèle ces deux ouvrages majeurs donc, sur la période qui nous concerne. Donc, ce bref aperçu de l'Europe chinoise nous donne une idée des répercussions de la médiation des jésuites sur les élites européennes. Et en résumé, on peut estimer que les jésuites auront fait coup double, en quelque sorte, lequel a eu un retentissement énorme et durable, aussi bien en Europe qu'en Chine même. D'une part, comme nous l'avons vu, les jésuites réinventent de quelque manière l'enseignement confucéen sous la forme de ce qu'ils appellent une théologie naturelle et d'un culte, mais sans religion, ce qu'ils appellent un culte politique ou un culte civil, qu'ils ne mettent pas dans la même catégorie que les autres sectes, comme ils les appellent, les sectes taoïstes et bouddhistes, qui sont qualifiées pour leur part de superstitiones, de superstition. Alors, cette qualification de superstition sera largement reprise à leur compte par les mouvements modernistes chinois de la fin du XIXe et du XXe siècle qui traiteront de Mixin. Vous avez l'expression ici, donc littéralement de croyances qui égarent ou qui
aveugle le discernement, donc c'est la traduction chinoise de superstition, donc qui traiteront de superstition tout ce qui n'entre pas dans le cadre formalisé des religions officielles. Et pour ce qui est justement de ce destin moderne des religions en Chine, je vous renvoie aux travaux de notre collègue Vincent Gossart, qui a publié donc un article synthétique et très utile donc dans le volume collectif dont je vous parlais l'année dernière, donc qui s'intitule « La pensée en Chine aujourd'hui », dont j'ai été chargé d'assumer la coordination, donc, et qui est paru en édition de poche, donc aux éditions Gallimard, Folio, donc en 2007. Alors, l'ironie, c'est que c'est Mixin, donc non pas mixing, mais Mixin, c'est-à-dire ces superstitions, comprennent aussi des cultes que certains jésuites auraient sans doute considérés comme confucéens. Donc là, vous avez une catégorisation qui est d'emblée tout à fait problématique. Et on a là, évidemment, un paradoxe de plus, c'est-à-dire que ce sont en fait les jésuites qui ont en quelque sorte laïcisé Confucius, préparant ainsi le terrain à la sécularisation de Confucius par les intellectuels chinois modernes du début du XXe siècle. Donc là, évidemment, nous sommes devant un paradoxe de taille. Alors, d'autre part, outre le fait que les jésuites donc, réinventent l'enseignement confucéen sous forme de théologie naturelle, d'autre part, ils inventent également un Confucius Philosophus, c'est-à-dire un Confucius philosophe, qu'il compare, comme on l'a vu favorablement, aux autres philosophes ethniques, à commencer par les Grecs, comme Platon et Aristote. Et cette comparaison se trouve, elle aussi, reprise par des philosophes chinois modernes, à commencer par Feng Youlan, dont vous avez le nom ici. Donc Feng Youlan, qui est un contemporain, il est mort en 1990, dans sa fameuse Histoire de la philosophie chinoise, Zhongguo Zhe Xue Shi, donc où il utilise à dessein le terme de philosophie, et dont la première mouture paraît dans les années 1930. Alors cette histoire de la philosophie chinoise donc, a connu pas mal de versions, selon bien sûr les diverses périodes donc, intellectuelles qu'a connues Feng Youlan, qui a choisi donc, de rester en Chine populaire donc, après 1949 et donc qui a adapté en quelque sorte son histoire de la philosophie chinoise au gré des besoins idéologiques. Mais enfin, disons que Feng Youlan, dans la mouture des années 1930, part justement sur le projet de mettre en comparaison donc ces philosophes chinois qu'il invente en partie et qu'il met donc en parallèle ou en comparaison avec donc les philosophes grecs et ensuite européens. Alors ce genre de comparaison fait encore florès aujourd'hui chez nous et particulièrement en France où nous aimons bien mettre face à face Confucius et Socrate. Alors, les jésuites ouvrent ainsi une double polémique qui est loin d'être refermée. Encore aujourd'hui, nous sommes encore nombreux à nous demander est-ce que le confucianisme est une religion? Est-ce que c'est une philosophie? Mais d'abord, ne faut-il pas se demander si ces catégories sont pertinentes? Alors, ce genre de questionnement a amené donc le sociologue des religions
Wilfred Cantwell Smith dans son ouvrage The Meaning and End of Religion, c'est-à-dire signification et finalité de la religion, qui date de 1978. Donc, Wilfred Cantwell Smith se pose la question, The question, is Confucianism a religion, is one that the West has never been able to answer and China never able to ask. C'est-à-dire donc la question de savoir si le confucianisme est une religion est une question à laquelle l'Occident n'a jamais pu répondre et que la Chine n'a jamais pu poser. Donc là, vous voyez un petit peu le degré justement de questionnement qu'ont soulevé donc justement les jésuites. Et d'autre part, comme l'a écrit un jésuite de notre temps, le père Michel Masson, actuel directeur de l'Institut Ricci de Paris, dans un ouvrage qu'il a dirigé qui s'intitule Le sacré en Chine, publié donc aux éditions Brepols en 2008. Donc dans cet ouvrage où Michel Masson donc s'interroge sur les rapports entre confucianisme et sacré, pose la question, je le cite, parler de la entre guillemets philosophie de Confucius pose inévitablement la question aujourd'hui encore sans réponse, qu'entendons-nous par philosophie quand nous appliquons ce terme à la tradition chinoise? Donc nous nous retrouvons avec ce double questionnement donc, de savoir si le confucianisme est à ranger dans la catégorie religion ou bien dans la catégorie philosophie. Alors, nous aurons largement l'occasion de revenir sur l'aspect religieux. Mais ce qui me semble avoir prédominé dans l'histoire subséquente des représentations européennes de la Chine, c'est plutôt la question philosophique. Et c'est pour ça que je m'y arrête un moment. Les jésuites, et plus particulièrement leur Confucius Sinarum Philosophus, contribuent à répandre en Europe l'idée donc que la théologie, ce qu'ils appellent la théologie ou philosophie naturelle des Chinois, participe de l'universalité de la raison voulue par Dieu. Alors, cette idée fonctionne dans les deux sens. En effet, d'un côté, on a vu notamment avec l'exemple de la première traduction chinoise des éléments d'Euclide par Ricci et le converti chinois Xu Guangqi, que la stratégie jésuite de conversion incluait l'importation de pans importants des savoirs de l'Europe du XVIIe siècle, d'où un important travail de traduction en chinois fait par les jésuites d'ouvrages d'astronomie, de sciences calendaires, de mathématiques, de géographie, de cartographie, d'hydraulique, etc., etc. À l'inverse, nous avons eu l'occasion de rappeler que les jésuites ont apporté au public européen des informations sur la culture et les mœurs de l'Empire chinois puis sino-manchu, et ils ont également apporté les premières traductions donc, des classiques confucéens. Alors tout cet apport intervient dans des débats en cours en Europe, débats qui sont de tous ordres et qui concernent les sujets les plus divers, à savoir les rapports, par exemple, entre religion et raison, les rapports entre science et théologie, et aussi une question qui a été largement disputée et qui l'est encore aujourd'hui, la question de l'origine de la langue et de l'écriture. En effet, la forme d'écriture chinoise, une forme d'écriture donc
qui n'est pas un système de notation de type alphabétique ou syllabaire, hein, a beaucoup intrigué, bien sûr, les élites intellectuelles européennes, hein, d'où évidemment des spéculations plus ou moins délirantes donc, sur cette forme d'écriture. Alors, les jésuites ont fait intervenir la Chine, ou plutôt leur Chine, dans les polémiques proprement européennes de l'Europe des Lumières, au beau milieu, justement, l'Europe qui se trouvait au beau milieu d'une révolution scientifique qui allait la faire entrer dans l'ère moderne. Alors, je n'ai évoqué ces circulations de savoir et d'idées que très sommairement, car elles ne constituent pas véritablement le centre de mon propos actuel, mais pour ceux d'entre vous que cela intéresse, il existe à ce sujet une abondance de travaux plus excellents les uns que les autres dans toutes les langues européennes et également maintenant en chinois, qu'il serait absolument impossible d'énumérer de manière exhaustive, mais en français, nous sommes très bien servis puisque j'ai déjà signalé les travaux de Jacques Gernet et d'Isabelle Landry-Deron, mais pour ce qui concerne le volet plus spécifiquement scientifique, je peux vous conseiller sans réserve de vous référer aux travaux de Catherine Jamy, J-A-M-I, chercheur au CNRS, qui a travaillé notamment au prestigieux Needham Research Institute, donc l'Institut de recherche Needham de Cambridge, en Angleterre, d'après donc le nom de Joseph Needham, instigateur de la fameuse encyclopédie Science and Civilization in China, c'est-à-dire donc Science et civilisation en Chine, donc vaste encyclopédie encore en cours aujourd'hui, bien des années après la mort de Needham. Alors, donc ce Needham Research Institute est une référence donc pour ce qui est de l'histoire des sciences donc en Chine. Alors, ce qui nous intéresse plus directement ici et maintenant, c'est la façon dont Confucius est présenté sans embâche par les jésuites comme un philosophe dont on loue la pensée morale qui peut valoir pour tout honnête homme, c'est-à-dire de manière universelle. Alors, à telle enseigne que, par exemple, en 1758, paraît une réédition en français du classique de Diogène Laërce, les vies et doctrines des philosophes illustres, alors philosophes grecs s'entend. Alors cette réédition française intègre sans sourciller Confucius dans le panthéon universel des philosophes en consacrant 90 pages quand même à sa doctrine. Alors cet ouvrage paraît à Amsterdam sous le titre « Les vies des plus illustres philosophes de l'Antiquité, avec leurs dogmes, leurs systèmes, leur morale et leurs sentences les plus remarquables, traduites du grec de Diogène Laërce. » Mais évidemment, on se demande de quel grec a été traduite la partie sur Confucius. Bon. Alors, nous avons probablement ici l'origine du mythe de la Chine philosophique, qui trouve encore de larges résonances aujourd'hui, et c'est donc la raison pour laquelle il me paraissait important donc de nous y arrêter quelque peu. Alors, on cite en général à ce propos un ouvrage un petit peu ancien maintenant, mais qui est quand même une mine d'informations, à savoir la thèse doctorale de Virgile Pinault, publiée par Paul Goethner à Paris en 1932, et qui s'intitule « La Chine et la formation de l'esprit philosophique en France », entre parenthèses 1640-1740.
Et je crois que vous pouvez trouver cet ouvrage donc en ligne. Alors, pour Voltaire en particulier, notre Voltaire national, dont j'ai évoqué et invoqué même plusieurs fois le nom, les traductions jésuites prouvaient l'existence, à l'autre bout du monde connu, d'un empire aux mœurs parfaitement réglées par une philosophie centrée sur l'homme. Alors, Voltaire, avec Leibniz, mais dans une perspective très différente, figure probablement parmi les représentants des Lumières qui se sont intéressés du plus près à la Chine et qui ont écrit le plus sur ce sujet. On connaît bien les rubriques que Voltaire a consacrées à la Chine dans plusieurs de ses œuvres, par exemple l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations, qui date de 1756, où il écrit « Les Chinois ont perfectionné la morale, qui est la première des sciences. » Alors, pour Voltaire, Confucius représentait bien le prototype du philosophe, du moins tel qu'il l'entendait lui-même et tel qu'on l'entendait au XVIIIe siècle, et que Étiamble, dans l'ouvrage précité, donc, décrit dans ces termes. Le philosophe, je cite Étiamble, le philosophe du XVIIIe siècle appartient autant aux lettres, et même, oui, aux belles lettres, qu'à ce qu'on appelle désormais la philosophie. En ce siècle où les clubs remplacent les salons et le combat politique le respect des bienséances, c'est la transposition militante de l'honnête homme. Le philosophe, et Étiamble met le terme philosophe entre guillemets, traite de l'homme en général, mais il ne croit plus guère au mérite de l'introspection. Il se fierait plutôt à l'expérience, lui, et à l'observation. Donc là, nous avons une description du philosophe dans laquelle, je pense, Voltaire lui-même se reconnaîtrait. Alors, dans un écrit daté de 1766, intitulé « Le philosophe ignorant », donc là, Voltaire fait fin à la modestie, il se considère lui-même comme un philosophe, mais comme un philosophe ignorant. Voltaire consacre une rubrique à Confucius, dont il résume ainsi la philosophie morale telle qu'il l'a comprise, telle qu'il l'a comprise vraisemblablement à partir de ce qu'il a lu dans les traductions jésuites des entretiens de Confucius. Alors, dans Le philosophe ignorant de 1766, Voltaire dit ceci, je cite, Confucius invite les hommes à pardonner les injures et à ne se souvenir que des bienfaits, à veiller sans cesse sur soi-même, à corriger aujourd'hui les fautes d'hier, à réprimer ses passions et à cultiver l'amitié, à donner sans faste et à ne recevoir que l'extrême nécessaire sans bassesse. Il ne dit point qu'il ne faut pas faire à autrui ce que nous ne voulons pas qu'on fasse à nous-mêmes. Ce n'est que défendre le mal. Il fait plus. Il recommande le bien. Alors là, Voltaire cite apparemment donc les entretiens, traite autrui comme tu veux qu'on te traite. Donc là, avec tout le respect que je dois à Voltaire, je me permets de signaler que Voltaire fait erreur, parce que, comme nous l'avons vu l'an dernier, la formulation des entretiens est bien négative.
c'est-à-dire c'est bien ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, et non pas, donc, comme dit Voltaire, traite autrui comme tu veux qu'on te traite. Bien. Et Voltaire conclut ainsi, Confucius enseigne non seulement la modestie, mais encore l'humilité. Il recommande toutes les vertus. Donc, cette rubrique consacrée à Confucius nous montre ce que Voltaire donc, a compris donc, de la philosophie morale de Confucius. Et dans un supplément daté de 1770 à la rubrique de la Chine, qu'il consacre donc à l'Empire chinois, dans son dictionnaire philosophique dont je parlais la dernière fois, Voltaire écrit ceci: « Il y a, ce me semble, une réflexion bien importante à faire sur les témoignages que Confucé, il écrit ça C-O-N-F-U-T-Z-E accent aigu E, Confucé, nommé parmi nous Confucius. Donc là, Voltaire retient donc le nom donné par les jésuites. Donc sur les témoignages que Confucé rend à l'antiquité de sa nation. C'est que Confucé n'avait nul intérêt de mentir. Il ne faisait point le prophète. Là, je pense que Voltaire fait allusion justement aux chronologies, aux tables chronologiques qui figurent notamment dans le Confucius Sinarum Philosophus et qui montrent donc l'antiquité justement de la civilisation chinoise qui est mise en parallèle donc avec l'histoire biblique. Et pour justement les élites européennes, ce qu'elles ont retenu, ce qui a frappé leurs esprits, c'est que nous avons une civilisation qui remonte à une période antérieure au déluge. Donc, pour Voltaire, Confucius, c'est d'abord quelqu'un qui rend hommage à l'antiquité de sa nation. Il ne faisait point le prophète, il ne se disait point inspiré, et il n'enseignait point une religion nouvelle. Il ne recourait point au prestige, il ne flatte point l'empereur sous lequel il vivait, il n'en parle seulement pas. C'est enfin le seul des instituteurs du monde qui ne se soit point fait suivre par des femmes. C'est là qu'on reconnaît l'esprit de Voltaire. Alors, j'ai connu un philosophe, alors là je pense que Voltaire fait allusion à lui-même, qui n'avait que le portrait de Confucius dans son arrière-cabinet. Il mit au bas ces 4 vers, et je note de bas de page, ces vers sont de Voltaire lui-même. Alors, ces 4 vers sont les suivants. De la seule raison salutaire interprète, sans éblouir le monde, éclairant les esprits, il ne parla qu'en sage et jamais en prophète, cependant on le crut et même en son pays. Donc, il est bien connu qu'on n'est jamais prophète dans son propre pays, mais Confucius a donc justement cet avantage d'avoir été cru et même en son pays. Alors donc, ici, vous avez donc un portrait de Confucius qui apparaît dans un ouvrage appelé Abrégé historique des principaux traits de la vie de Confucius, qui est paru en 1786, et donc où figure ce portrait de Confucius. Là, vous voyez qu'il diffère légèrement donc des portraits que nous avions vus la dernière fois. Non, ça c'est pas lui. Où Confucius donc est représenté debout. Là, il est représenté assis avec donc les 4 vers
qui sont soi-disant cités par Voltaire, mais qui sont de Voltaire lui-même, dans le dictionnaire philosophique. Vous les avez ici. Alors, ce supplément au dictionnaire philosophique de Voltaire conclut sur une caractérisation des Chinois qui va leur rester. Et passez-moi l'expression très familière qui va, d'une certaine manière, leur coller à la peau. Voltaire dit ceci: « On sait assez que les Chinois sont encore aujourd'hui ce que nous étions tous il y a environ 300 ans, à savoir des raisonneurs très ignorants. Le plus savant chinois ressemble à un de nos savants du XVe siècle qui possédait son Aristote. Mais, donc là, Voltaire est en train justement de faire cette réputation donc, aux Chinois d'être très en retard donc, du point de vue scientifique. Mais, continue-t-il, on peut être un fort mauvais physicien et un excellent moraliste. Ainsi, conclut-il, c'est dans la morale et dans l'économie politique, donc la fameuse scientia politico-moralis, donc c'est dans la morale et dans l'économie politique, dans l'agriculture, dans les arts nécessaires que les Chinois se sont perfectionnés. Nous leur avons enseigné tout le reste. Mais dans cette partie, nous devions être leurs disciples. Alors donc, voilà, là nous avons une image des Chinois donc, qui n'ont pas fait leur révolution scientifique, mais par contre qui ont peut-être une longueur d'avance donc, concernant la philosophie morale. Et là nous avons les germes, si vous voulez, de cette réputation donc, de pragmatisme donc, des Chinois, qui sont très forts dans l'agriculture et les arts nécessaires. Et je terminerai donc aujourd'hui sur ces notes lapidaires du poète Henri Michaud, beaucoup plus près de nous, bien sûr, et alors dans un domaine totalement différent. Henri Michaud, donc, qui a rapporté de ses pérégrinations, donc, notamment en Chine et au Japon, ce petit livre délicieux qui s'appelle « Un barbare en Asie », qui est paru aux éditions Gallimard en 1967, et qui dit ceci à propos des Chinois. « Les Chinois ne sont pas des songes creux. Ils n'ont pas eu des systèmes transcendantaux ou des éclairs de génie, mais des trouvailles d'une valeur pratique incalculable. » Et ensuite, il a cette notation très lapidaire, Confucius, : l'Edison de la morale. Donc, nous avons donc un ingénieur de la morale donc dans la personne de Confucius. Donc, je terminerai donc là-dessus aujourd'hui. Je vous remercie encore de votre attention et à la semaine prochaine. Merci.